Salut Pauline. Salut. Comment tu vas, Pauline? Je vais très bien, je suis très contente d'être ici. Je pense que tu es un peu dans ton bocal, t'es habituée des micros, de la radio. Un petit peu, oui. J'ai eu une autre vie avant d'être agricultrice et j'étais notamment co-animatrice, coproductrice dans des émissions et dans des médias, télé, donc radio. voilà, ça te parle. Merci en tout cas d'être mon invité pour ce nouveau numéro de La Parole A, un épisode de nouveau initié par le Comptoir des éleveurs, média à suivre d'ailleurs sur comptoirdeseleveurs.com. Alors toi aussi, Pauline, tu as un média, on peut te suivre sur les réseaux avec Etho Diversité. Tu te décris comme comportementaliste animalière, vulgarisatrice, agricultrice, autrice, animatrice scientifique, coach agri. Il faut te présenter comment prioritairement? Agricultrice, éleveuse de vaches. Avant tout. Oui, parce que c'est mes vaches qui m'ont créé un réseau autour de cette activité. C'est-à-dire qu'au début, j'étais agricultrice. Puis après, j'ai eu des compétences en coaching. Donc, j'ai proposé des formations aux éleveurs, aux animaux. J'ai pu écrire des livres grâce à mes vaches et à mes formations. Donc, l'origine part de mon élevage, quoi. Alors, du coup, tu as ce compte, surtout sur Instagram, qui marche énormément, qui s'appelle Etho Diversité. C'est quoi l'Etho Diversité? Comment on le définit? Alors déjà, Etho, c'est le diminutif du mot éthologie, qui veut dire étude du comportement. Donc là, c'est vraiment une discipline scientifique. Et diversité, parce que je travaille avec plusieurs espèces, les chevaux, les vaches, les chèvres et les humains. C'est une espèce, l'humain? Oui, et la plus compliquée à gérer. Beaucoup plus complexe que les autres. et donc, j'aime bien... donc, moi, ça fait partie de moi, une diversité. Et j'aime bien offrir des médias diversifiés, et pas toujours platoniques et ennuyeux. Et donc, c'est ma chaîne, enfin, mon compte Instagram, c'est vulgariser les études, les rendre abordables auprès des agriculteurs et leur montrer qu'un petit peu d'études sur le terrain, ça peut rendre le quotidien plus agréable. On va parler de ce compte, on va parler des réseaux sociaux dans quelques instants, mais juste avant, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton élevage? Oui, bien sûr. Du coup, ta vie. Bien sûr, ma vie d'agricultrice. Donc, je suis installée depuis 2015, reconversion professionnelle. Je n'ai pas toujours fait ça. Avant, j'étais dans la publicité à Paris. Et tu t'es dit, tiens, je vais aller dans le Cantal. Oui, voilà. Je fais le grand écart. Oui, une reconversion ultra simple à gérer. Donc, c'est une petite remise en question. Et puis, une formation. Donc, j'ai passé un BPREA à Brioude, dans la Haute-Loire, pour avoir un diplôme agricole et pour pouvoir m'installer. C'est là que j'ai rencontré mon futur associé. Donc, on est deux associés. Moi, je me suis installée en 2015. Donc, on élève des vaches allaitantes de la race Salaire et Aubrac. On a une centaine de mères sur 250 hectares dans le Cantal. Donc, sur des beaux plateaux plutôt beaux sur les cartes postales, pas toujours sur le terrain, parce que c'est pas toujours simple à gérer quand tu vis tous les jours. Il y a des contraintes climatiques et géographiques qui sont pas toujours simples à gérer, mais bon, c'est aussi le bonheur de vivre avec des animaux en plein air. Et donc, voilà, des animaux qui sont en bâtiment l'hiver, en plein air l'été, et un travail avec mon associé très complémentaire, et j'adore faire ça. Et du coup, tu appliques au quotidien ta méthode Etho Diversifiée? Oui, ma méthode qui est certifiée, qui est pour moi un label, et d'ailleurs, j'ai plein d'ambassadeurs sur les réseaux sociaux qui jouent le jeu, qui ont été formés et qui mettent en avant ma méthode. Je trouve ça super sympa qu'ils fassent ça. Et donc oui, mes animaux, en fait, tous les jours quand je les côtoie, j'applique mes méthodes, mes conseils, et donc ça devient des habitudes. Donc c'est pas du tout chronophage. Par exemple, pour que ça soit concret, un tips, une astuce un peu là qu'on pourrait appliquer facilement si on est éleveur. C'est le fait qu'on marche beaucoup trop vite auprès des animaux. Les bovins, ils ont une vision saccadée, c'est-à-dire qu'ils voient en images alors que nous, on voit en film, parce que la vitesse de perception des images n'est pas la même. Et donc, l'humain a une démarche assez rapide, et souvent, on a tendance à mettre le bovin en stress. Et rien que parfois ralentir, ça met moins les bovins en éveil, et ça permet de mieux les manipuler, d'avoir moins de surprises de leur part, des coups de pied, des coups de tête, qui sont parfois un peu dangereux. Donc, ralentir pour mieux travailler. L'étau de diversité, en fait, c'est quoi? C'est une question d'adaptation à la bête? Oui. Je dis toujours à l'éleveur, les bovins se sont adaptés à nos conditions depuis des années. Je pense qu'on peut un petit peu inverser la balance et s'adapter un peu plus à eux pour travailler plus en sécurité. Alors, t'en parles énormément sur tes réseaux sociaux. Oui. Pourquoi t'as voulu justement te lancer sur Instagram et commencer à publier des posts par milliers? Alors, parce que déjà, je suis isolée socialement là où je suis. Je suis au fin fond du Cantal. Donc, diffuser auprès de mon entourage, c'était très limité, puisqu'on est déjà 70 habitants dans mon village. C'est pas énorme. Voilà, avec une moyenne d'âge très avancée. Donc, pas du tout intéressée par ce que je faisais. Et donc, le diffuser sur les réseaux, ça a été un moyen de sortir de ma ferme
ferme et de montrer que c'était abordable et de toucher des agriculteurs partout en France et même à l'étranger. Et comment tu juges aujourd'hui justement le poids, la portée des réseaux sociaux? Est-ce que tu trouves qu'il y a une nouvelle vision de l'agriculture aussi qui s'est installée grâce aux influenceurs, aux différents comptes médias qui existent sur ces réseaux? Je suis convaincue que les médias, les réseaux sociaux bien utilisés, parce que parfois il y a des médias qui sont mal utilisés, sont des tremplins, des véritables tremplins pour mettre en avant des méthodes, des profils, des messages à faire passer, des moyens aussi de rassurer les gens, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Moi, quand par exemple je parle du mal-être de l'agriculteur, des souffrances morales ou physiques qui subissent dans les fermes, j'ai énormément de commentaires de personnes qui me disent merci pour ces posts, merci d'oser en parler, c'est un sujet tabou, les gens n'osent pas et toi tu prends des risques et merci. Donc ça aussi, les réseaux sociaux, c'est des personnes sont seules en train de le lire, mais quand ils le lisent, ils se sentent moins seuls. Et ça casse un isolement oui, qui aujourd'hui est quand même encore assez présent chez les agriculteurs, chez les éleveurs. Oui. Et tu parlais justement de maltraitance ou de sujets des fois un peu douteux sur les réseaux sociaux. Tu as un combat, c'est les challenges. Oui. Ça, tu en as beaucoup parlé dans tes différents posts. Tu te dresses contre différents challenges aujourd'hui qui existent sur les réseaux et qui impliquent les animaux. Oui, alors les challenges où en fait on cherche à faire du buzz en ne tenant pas compte du bien-être de l'animal. Il y avait un challenge où le but c'était de surprendre l'animal, un bovin par exemple par derrière et de lui faire des gros câlins. Et en fait le bovin... C'est pas une super idée. Non, c'est pas du tout une bonne idée parce qu'il est surpris et dans son mouvement de surprise, il peut être agressif. Et une personne qui se dit « Oh, c'est simple à faire, je le refais ». Il fait ça avec sa vache, sauf que la vache le charge et ça peut causer un accident mortel. Donc les challenges où on ne tient pas compte des réactions et des comportements de l'animal, pour moi, c'est aberrant, il ne faut pas du tout les suivre. Oui, et puis au-delà de ça, ça engendre aussi du stress pour l'animal, bien sûr. Une inadaptation. Oui, et puis une perception de l'humain il se dit, mais l'humain, en fait, il est complètement fou, je le fuis plutôt qu'être dans la coopération, alors que c'est ce qu'on recherche en permanence dans l'élevage, avoir des animaux facilitants. Et quand on fait ce genre de challenge-là, ça casse un peu le côté relationnel. T'as jamais eu peur, avant de publier un sujet, parce qu'on est quand même sur des sujets, des domaines très précis, très pro, de te dire, là, peut-être que je peux raconter une connerie. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Je me la pose tout le temps. Ouais. D'être crédible, légitime. Oui, parce que plus tu avances en abonnés, plus tu peux avoir des réactions et des personnes qui se mettent contre toi et qui déclenchent un mouvement de rébellion. Donc, avant que je poste, souvent, je vais lire des études avant, pour confirmer ce que je dis et pour prouver si une personne est dans le désaccord, pour prouver que ce que j'avance c'est pas juste une expérience de terrain. Donc soit je me base sur des études, soit je me base sur des témoignages où des personnes peuvent appuyer ce que j'ai dit, mais je me lance pas comme ça sur un post impulsif en disant voilà, j'ai envie de parler de ça, j'y vais. Plus tu gagnes en abonnés, plus tu surveilles ton contenu. Alors moi, ce que j'adore sur ton compte, c'est le saviez-vous. Oui. C'est plein de petites infos comme ça qu'on peut picorer, pour reprendre un terme du secteur, et qui offrent directement des conseils, même des astuces aux éleveurs. Ça a été presque, j'ai envie de dire, l'un des points forts du compte. Oui, c'est ce que je mets en tête de mon compte parce qu'il y a beaucoup de partages et beaucoup de likes sur ces contenus-là. C'est une information, en général c'est une vulgarisation scientifique, donc moi je lis des études, je trouve des notions qui sont importantes et qui peuvent être utiles pour l'éleveur, j'en fais un résumé, je colle quelques photos pour illustrer et pour rendre le contenu toujours agréable à regarder, on est dans le visuel, et puis soit je mets une petite musique derrière parce que je suis très musicale, et allez hop, c'est posté. Alors justement, on va faire un petit jeu. Dis-moi. Si ça te va. Je me suis amusée à explorer ton compte Insta. D'accord. Et à regarder un peu toutes les infos que tu pouvais sortir. Ok. Et j'ai vu que tu aimais bien poser des questions insolites. Oui. Du coup, à toi de me dire si les questions que je vais te dire apparaissent sur ton compte Insta ou non. Ok. Ça va faire travailler ma mémoire. Déjà travaillé ou non. Ok. Première question. Oui. Les vaches sont-elles racistes? Oui, j'en ai parlé. Oui, alors oui, t'en as parlé. Est-ce que oui, les vaches sont racistes? Racistes et même plus particulièrement robistes. C'est comme ça que j'aime le dire. Elles sont attachées à la robe, donc les couleurs, les taches, si c'est une robe unie, si c'est une robe bicolore. Donc oui, j'en parle beaucoup de ça parce que ça peut influencer les comportements quand on mélange des races et ça peut entraîner des conflits. Deuxième question, Pauline. Peut-on penser une vache comme un cheval?
Peut-on penser? Oui, j'en ai parlé, tout à fait. Oui, on peut penser, le cavalier prend du temps à nettoyer son cheval, à le panser. Oui, c'est possible de le faire aussi avec le bovin. Et c'est possible quand on a une centaine de têtes Alors, on ne va pas le faire tous les jours minutieusement pour chercher à avoir le poil lustré, mais le sens du toucher doit être apprivoisé depuis le plus jeune âge. Et moi, je conseille aux éleveurs d'aller toucher plus les bovins. Troisième question, dois-je épiler ma vache pour les vacances d'été ? Non, je n'en ai pas parlé. Pas encore. Non, effectivement. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que parfois, pour des concours sur le côté esthétique, on aurait tendance à raccourcir les poils des oreilles ou à couper la barbe autour. Enfin, c'est pas la barbe chez les bovins, c'est des vibrisses. On aurait tendance à le raccourcir, sauf que ça va perturber ses perceptions sensorielles. Moins d'audition et moins de perception au niveau du mufle. Donc, tu vois, tu me donnes une idée de contenu. Ah bah faut pas hésiter, alors j'en ai plein. On va se limiter sur le nombre de questions, mais j'aurais pu t'en sortir une quinzaine. De l'herbe sur le dos des bovins, comment est-ce possible ? Oui, j'en ai parlé, tout à fait. J'en ai parlé, et effectivement, c'est quand le bovin est en train de manger et qu'il a souvent des mouches sur le dos, et quand il jette sa tête pour chasser les mouches, et ben parfois il y a de l'herbe qui sort de sa bouche. Voilà, rien de très sorcier finalement. Rien de très sorcier, mais c'est bien de le dire. Voilà, ça donne une explication. Question suivante, pourquoi les porcs ont lancé le hashtag balance ton humain ? Non, j'en ai ça, pas tu l'as parlé pas dit. parce que les porcs, c'est pas trop mon domaine d'action. Oui, puis accessoirement, ils n'ont pas Twitter. Oui, mais X, bon, je crois. parfois ils ont des pensées. Et dernière question, pourquoi je ne dois pas prendre une chèvre pour une tondeuse à gazon ? Oui, alors je ne sais pas si je l'avais formulé comme ça, mais oui. Non, c'est moi qui l'ai un peu reformulé, mais en effet, tu en as parlé. J'en ai parlé parce que la petite chèvre est un petit bijou qu'on trouve super agréable. Ah, c'est mignon. C'est trop mignon. Et puis dans les vidéos, c'est trop cute. Et on se dit, ouais, je vais adopter ça, c'est trop mignon, ça va être super. Et en fait, une chèvre, ça peut vite devenir le petit diable, quoi, le petit enfer, parce que ça respecte peu les clôtures. C'est très délicat au niveau alimentaire. Et donc, tu peux te dire, j'ai fait une adoption, mais en fait, je m'en mords les doigts. Alors, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui va te tenir à cœur, j'en suis sûre. Pauline, c'est de TDG, team de gratteurs. Oh, mais oui. C'est qui cette team ? C'est moi. T'es toute seule dans cette team ? Non, on est très très nombreux. Enfin, moi, je suis à la tête de la team j'ai fédéré autour de moi des gratteurs. Donc, c'est pour ça que je les appelle les teams de gratteurs. Parce qu'en fait, je mets en avant le fait qu'il faut toucher les bovins depuis le plus jeune âge et sur certaines zones, donc garrot ou base de la queue. Et quand tu travailles bien ça, tu peux considérablement améliorer ta relation avec tes bovins et faciliter des soins, parce que c'est quand même l'objectif. Je ne suis pas toute la journée à gratter mes vaches. Je les gratte, mais dans un objectif de facilité. C'est pour ça que tu vas privilégier plutôt certaines zones que d'autres chez la vache ? Oui, tout à fait. Parce que ces zones-là ont des vertus apaisantes. Quand tu sollicites les bonnes zones, c'est comme si tu injectais un sédatif à la vache. Donc elle se détend, elle se décontracte, et toi pendant ce temps-là, tu peux lui faire un soin et elle sera beaucoup moins stressée. D'où le slogan gratte, soigne, gratte. C'est ça. Qu'on revoit beaucoup. J'ai jamais vu un compte qui parlait autant de grattage. Ah oui, moi je suis possédée par le grattage, je suis envahie par ça et je suis contente que les abonnés rentrent dans ce jeu. Quand on va sur Instagram, sur ma capsule Team de gratteurs, il y a énormément d'éleveurs qui ont joué le jeu. Mais c'est cool. Ça veut dire que finalement il y a des petites méthodes, des petits trucs simples finalement qui peuvent se mettre en place. Ils sont convaincus. Ouais. Justement, on parlait bien-être, beaucoup bien-être animal, mais j'aimerais bien aussi qu'on parle bien-être chez les agriculteurs. Ça, c'est un sujet aujourd'hui qui est important et finalement qui semble encore un peu méconnu ou tabou. Oui, alors on va parler du bien-être de l'agriculteur, mais souvent un peu superficiel. On ne va pas aller au fond. On néglige trop, tu trouves ? On néglige trop ou on n'ose pas trop en parler parce que soit on ne voit pas d'issue, ou en tout cas dans l'immédiat, on se dit on ne pourra pas changer les mentalités. Parce qu'en fait, le bien-être de l'éleveur, il tourne autour de plein de facteurs, comme le bien-être environnemental, social, alimentaire, enrichissement, divertissement. Et par exemple, le bien-être familial, le bien-être social, ça, on ne va pas trop oser en parler, parce qu'il y a beaucoup de conflits générationnels entre les anciens et les jeunes. Et les anciens ont beaucoup tendance à critiquer les pratiques un peu innovantes des jeunes, qui passent à la robotisation, qui passent à l'enrichissement, le grattage, tout ça,
eux, ils pratiquaient, mais ils n'ont pas mis des mots, ils n'ont pas mis des techniques dessus. Et donc, ils auront tendance à un peu critiquer les jeunes. À l'inverse, je pense que les jeunes peuvent aussi critiquer certaines pratiques anciennes. Bien sûr, mais le jeune, il ne va pas chercher à critiquer l'ancien. L'ancien a déjà fait son max au niveau du travail, donc il n'a rien à prouver. Le jeune, il a tout à prouver. Et il a beaucoup sur les épaules. Financièrement, il est souvent endetté quand il commence. Donc, j'en rigole, mais moi, j'ai fait un emprunt important pour m'installer. Donc, on a déjà cette pression financière de cet engagement financier auprès des banques. Et en plus, si on a toujours un ancien qui vient nous critiquer dans chaque fois qu'on a une action et qu'on veut innover, c'est usant. C'est usant, et moi j'ai des agriculteurs qui sont au bord du burn-out, hein, et ils n'osent pas en parler. En tout cas, ils se disent mais qu'est-ce que tu veux faire? Plus qu'usant, c'est aussi culpabilisant. Oui, oui, c'est culpabilisant, et puis ils se disent puis c'est partout pareil, je ne vais pas changer les choses. Et moi je lui dis mais si, tu vas aller changer les choses. Parce que tu n'es pas seul. Et donc, le fait d'en parler, ça crée une locomotive et il se greffe petit à petit à ce train-là que je suis en train de créer. Et j'ai vu qu'en plus, tu essaies vachement de déculpabiliser les agris. Je prends un exemple. Tu parlais des agriculteurs qui crient sur les animaux. Oui. Et tu disais, un agri qui crie sur ses animaux, c'est pas forcément un mauvais agriculteur, un mauvais éleveur. C'est peut-être juste quelqu'un qui en a ras la casquette, submergé, qui est sous l'eau, quoi. Qui n'a pas trop appris à communiquer. Parce que ça aussi, hein, quand on crie, c'est souvent un handicap de la communication. Et donc, en fait, on ne va pas l'accuser en lui disant « mais t'es mauvais, t'as pas les codes, quoi ». Donc, écoute, on va t'initier un petit peu au langage, à la compréhension, et tu verras que ça peut changer. Du coup, il faut des coachs, c'est ça ? Bien sûr. Bien sûr. Et donc, c'est un peu ce que tu fais aussi, tu es coach agri. Oui. C'est-à-dire que tu proposes tes services pour justement expliquer les codes vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des autres éleveurs. Oui, alors, donc moi, je suis formée à des techniques de coaching, comme la PNL, donc programmation neurolinguistique, ou l'énéagramme, qui est un outil de développement personnel. Et donc, ces outils-là, moi, ça m'arme, ça m'a donné vraiment des conseils solides pour coacher mes éleveurs, parce que je leur fais comprendre que d'abord, on s'occupe de l'humain, et après, tu verras que le bien-être de ton animal va en découler. Et donc, oui, je les coach régulièrement, soit en one-to-one, comme nous, là, tous les deux, soit en collectif, sous forme de groupe. Et en groupe, c'est marrant parce que au début, ils ne se connaissent pas, et à la fin de la journée, ils se connaissent beaucoup mieux, et ils disent « j'aurais dû suivre cette journée-là avant de m'installer ». Parce qu'en fait, quand tu t'installes avec tes associés, souvent, tu connais que la surface de l'iceberg. Tu connais pas le fond, les croyances, les peurs qui envahissent l'autre régulièrement. Puis j'ai pas envie de dire que c'est trop tard, mais tu as investi, tu as fait peut-être un emprunt, tout ça. Mais j'ai parfois des femmes d'agriculteurs qui me disent j'ai fait une erreur de casting sur mon mec et sur mon associé. Parce qu'en fait, il y a les deux, l'agriculteur et aussi l'associé. Et elle me dit j'ai un sentiment d'échec. Alors je dis bon, on va essayer de comment rétro-pédaler, comment reprendre confiance. Et puis surtout, quand tu cherches en fait, d'abord change-toi, et tu verras que l'autre changera. Parce que si tu cherches de changer l'autre, mais que toi, tu fais rien, en tout cas, tu te remets pas en question, c'est plus compliqué. Donc, change-toi, essaie de voir une autre vision de l'agriculture et de la vie sociale, enfin de la vie de la ferme, et il y aura des conséquences positives. Alors ça, sur le papier, en théorie, c'est facile. Oui. Ça paraît simple. Oui. Mais comment on fait en pratique? Et quels peuvent être, on va dire, les petits points, peut-être le petit conseil de départ pour commencer à se changer et à changer sa vision aussi de l'agriculture? Le conseil que je donne beaucoup, c'est l'empathie. Quand on est dans des conflits, souvent on aura tendance à aboyer, et en fait c'est deux chiens qui aboient et qui ne s'écoutent pas. Il y a beaucoup de femmes agricultrices, je leur conseille d'avoir de l'empathie envers la personne, que ce soit le père, le mari, le frère, qui a des crises de colère. Je lui dis, la colère, c'est en fait une expression de mal-être qu'il ne va pas te dire ouvertement. Il ne va pas dire « je suis mal, j'en ai marre de cette ferme, en fait, j'aurais jamais dû faire ça ». Il n'osera pas. Par fierté, par ego, il n'osera pas. Mais par contre, il va oser s'énerver sur des petits points qu'il voit au quotidien dans la ferme. Donc, je lui dis, écoute, pratiquer l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre et se dire, en fait, s'il est vraiment colérique, s'il a autant de crises, c'est que je pense qu'il y a un profond malheur qui l'envahit. Et donc, essaie de travailler sur l'origine du problème et pas sur ce que tu vois, c'est-à-dire les crises de colère. Et c'est vrai que cette technique-là, d'avoir de l'empathie, déjà, ça fait un petit peu retomber la pression. Ton rythme cardiaque est beaucoup moins emballé, donc tu es beaucoup moins énervé. Et la personne en face de soi, quand on a de l'empathie, on ne peut pas s'énerver sur quelqu'un qui est empathique. On ne peut pas lui aboyer dessus si on lui dit « mais je te comprends, je comprends ce que tu vis, je vais t'aider et on va essayer de trouver une solution tous les deux ». Donc on fait une Karine Le Marchand.
quelque part. Un petit peu, mais version Pauline Garcia grattée. Alors, dans une story récente que j'ai vue sur Insta, tu as donné quelques astuces pour prendre soin de soi, comme marcher, exprimer sa gratitude, faire du sport, ou aussi couper les réseaux sociaux. Oui. Bon, du coup, je sais plus, est-ce qu'on te suit ou est-ce qu'on ne te suit pas? Mais bien sûr qu'on me suit. Si on a coupé nos réseaux. En fait, dans l'environnement social réel comme virtuel, on peut avoir un environnement toxique. Donc, couper, c'est aussi savoir trier ses relations et savoir se dire, est-ce que ce compte-là, il m'apporte... Alors, une question qui est toute bête, c'est se dire, est-ce que ce compte, quand je le regarde, il m'apporte quelque chose, il me dit, tiens, ça, je le savais pas. Tiens, encore une chose qu'elle m'a appris ou qu'il m'a appris, qui est pas bête. Alors, c'est pas du savoir, mais ça peut être aussi juste du plaisir, du divertissement. Tout à fait. Voilà. Un compte qui est pas non plus fake, hein, qui montre pas que des choses et en fait, la réalité est tout autre. Mais il faut tirer des bénéfices à des comptes pour qu'en fait, quand on regarde les réseaux sociaux, on se dit, ah ben tiens, voilà des choses qui m'apportent et qui me font pas me comparer trop aux autres en disant, j'y arriverai jamais, les autres ont une meilleure vie que moi. C'est pas l'objectif de mon compte, par exemple. Alors Pauline, j'aurais eu encore 100 000 questions à te poser, mais le temps file. Du coup, on va passer à la carte blanche. C'est toujours notre petit moment de fin d'émission, 30 secondes, qu'on offre à l'invité pour qu'il puisse parler d'absolument de ce qu'il souhaite. Est-ce que toi, il y a un sujet que tu as envie d'évoquer là tout particulièrement aujourd'hui et de nous offrir? Oui, j'ai envie de faire comprendre, j'ai envie d'aborder les bienfaits du sport quand on est agriculteur. L'agriculteur, il pense que comme il a un métier physique, il s'entretient. C'est vrai que pousser des ballots à la main, on ne fait pas tout ça, hein. La fourche, repousser le foin, repousser l'aliment, ça entretient physiquement. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'en fait, quand tu fais du renforcement musculaire, qui a un niveau assez intensif, quand tu vas après solliciter tes muscles dans la ferme pour repousser de l'aliment ou porter une charge, l'intensité sera moindre et donc ton corps va moins forcer. Donc ce qu'il faut en fait, c'est que tu t'entretiennes physiquement dans le cadre d'un sport et qu'au quotidien, tu sollicites juste tes muscles pour de l'entretien. Et donc tu auras moins de fatigue, moins de risques de fractures, de blessures, et tu vivras beaucoup mieux tes efforts que tu vis à la ferme. Alors je rebondis juste là-dessus, mais comment on a envie de faire du sport quand on passe peut-être des fois 18 heures auprès de ses bovins, dans sa ferme? Alors ça va venir, les séances vont s'intégrer petit à petit, et c'est sûr, on va pas partir sur 1 heure de sport tous les jours dès le début. On va partir par des séances de 5 à 10 minutes, peut-être dans la ferme, ou par exemple, quand j'ai des sacs d'aliments à porter, je fais attention à ma posture, je serre mes abdos, j'ai le dos bien droit, plutôt que me voûter et râler et dire c'est encore lourd. Non, je suis en train de me muscler là. Donc je le vis en pleine conscience. J'aime bien dire l'agriculture de pleine conscience. Donc ça, ces petits conseils-là, c'est utile. Et moi, j'ai des idées de contenu là-dessus, sur les bienfaits de l'effort de l'entretien physique pour l'agriculteur. Et en plus, faire du sport, c'est aussi sécréter les bonnes hormones, les hormones de bonheur, l'adrénaline, l'endorphine, la dopamine, qui vont contribuer à la gestion aide-moi Jonathan, vas-y, trouve-moi le mot. Alors là, je ne sais pas sur quoi tu veux aller. En fait, dans la ferme, on a en permanence des contraintes, du stress. Du stress, obstacles. Voilà, donc on a des obstacles. Et le fait de créer, de sécréter ces hormones-là, quand tu vas être confronté à ce stress, tu vas mieux les gérer. Tu vas avoir un mental qui est plus formé, qui est plus musclé. Tu vas plus facilement vers la solution que vers le problème. Tout à fait. Tu vas moins sombrer et tu vas se dire non mais c'est bon, je vais gérer, je vais trouver des solutions alternatives plutôt que se rabaisser et se dire non mais j'y arriverai jamais. Donc ta condition physique va jouer sur ton mental et le mental est énormément sollicité dans les fermes. Parce que tu es en permanence. C'est des ascenseurs émotionnels en permanence dans les fermes. Un coup, tu es content parce que ta culture, ça donne un bon rendement. Et 1 heure après, tu vas voir tes vaches et c'est une catastrophe. Tu as une vache qui est malade et qui est à l'agonie et tu sais pas quoi faire. Donc, tu es tout le temps en train de gérer des ascenseurs émotionnels. Et le sport et l'entretien physique va t'aider à gérer ça. Ça renforce le mental. En tout cas, pas mal d'idées de posts qui vont arriver. Oui. Sur Eto Diversité, que je vous invite à suivre sur Insta, sur les réseaux sociaux. Il y a plein de super choses à aller voir Eto Diversité. Merci beaucoup, merci à toi, Pauline, d'avoir été avec nous pour cet épisode de La Parole A, que vous retrouvez sur le site du Comptoir des Éleveurs, sur la chaîne YouTube et puis éventuellement aussi sur les plateformes de streaming en podcast, bien entendu. À très bientôt pour un prochain épisode. Bye.